problème technique. Donc, je repartage, excusez-moi, je repartage l'écran et voilà. Alors, déjà, merci à toutes et à tous d'être avec nous aujourd'hui, en présence ou à distance. Ce que je vais faire aujourd'hui, dans la demi-heure plus ou moins qui suit, c'est de poser un peu le cadre et de vous expliquer ce que c'est Hollandinum, cet observatoire linguistique franco-italien pour l'instant du débat public numérique, du discours numérique, qu'on va espérer pouvoir mettre en place de façon un petit peu plus systématique et institutionnalisée dans les mois qui viennent. Pour vous parler de Hollandinum, on va dire deux mots sur le contexte. Le contexte de la crise du débat public qu'on essaye dans laquelle on essaye d'intervenir et qu'on essaye d'assainir dans le cadre de ce projet. La crise du débat public est strictement liée à une crise de la démocratie. Est-ce qu'on m'entend? Vous m'entendez bien? Oui, il n'y a pas de souci, d'accord, merci. Est strictement liée à une crise de la démocratie, une crise qui a des causes qui sont économiques, politiques et plus larges, sociétales. Cette crise de la démocratie a de toute façon des conséquences en ce qui concerne le discours public. Et ces conséquences, c'est-à-dire ce désordre du discours public, amène à son tour à une crise de la démocratie. Donc, il y a une sorte de cercle vicieux qui fait que l'intervention des linguistes, donc des spécialistes du discours, puisse effectivement apporter une contribution importante pour essayer d'interrompre ce cercle vicieux. Je ne vais pas rentrer dans les débats des causes qui contribuent à ce désordre informatique. Je vais tout simplement essayer de me concentrer sur ce qui se pose au moment où le débat public, comme on sait, c'est le cas aujourd'hui, est transféré sur des plateformes qui ont des conséquences, qui ont des caractéristiques précises sur des plateformes numériques, horizontales et commerciales. Quand je parle de plateforme, je pense au web, je pense notamment aux réseaux sociaux qui accueillent en ce moment la presque totalité du débat public. Qu'est-ce que ça veut dire? Ces plateformes sont numériques, sont horizontales, sont commerciales, et pourquoi ça a un impact sur la langue qui est utilisée et pourquoi ça a un impact sur le discours public et en fine sur la démocratie. Le fait que ces plateformes soient des plateformes numériques a des conséquences d'ordre socio-communicatif. Notamment, on ouvre, en déplaçant le discours public sur des plateformes numériques, un univers socio-communicatif inédit. Qu'est-ce que ça veut dire? On est dans un milieu qui est intrinsèquement multimodal. On parle, on discute, on débat sur un canal qui est hybride entre l'oral et l'écrit. Qu'est-ce que ça veut dire un canal hybride entre l'oral et l'écrit? Ça veut dire que c'est un canal dans lequel la production n'est pas planifiée, mais en même temps, elle n'est pas évanescente. C'est un contexte qui est public et privé à la fois. Les échanges qui se passent sur ce canal sont synchrones parce que les locuteurs ont l'impression d'être dans une conversation synchrone, simultanée avec d'autres, mais c'est asynchrone à la fois parce qu'une conversation qui passe sur les réseaux sociaux peut être lue 5 minutes après, 10 minutes après, 1 an après, 40 ans après, par qui? Par on ne sait pas qui. Le destinataire de nos conversations sur les réseaux sociaux sont souvent indéfinis. Et le nombre de destinataires, en général, est variable et n'est pas connu à l'avance. Donc, d'un point de vue strictement sémiotique, on est dans une situation qui est particulièrement
complexe et de toute façon une situation à laquelle on n'est pas habitué, on n'est pas éduqué. Dans des conditions, on le sait, qui sont de fruition qui sont extrêmement, et des productions qui sont extrêmement précaires. Nous, on a l'habitude de nous lancer dans des grands débats pendant qu'on est à l'arrêt du bus, regardant notre téléphone portable, par exemple. Donc, dans des conditions où on n'a pas de vigilance sur ce que nous produisons et ce que les autres disent. On est par ailleurs dans des communautés de discours qui sont très fragiles. Normalement, dans les réseaux sociaux, il y a, comme vous le savez, on le verra tout de suite, des bulles qui se créent. Dans ces bulles, il y a des communautés qui se créent. Et souvent, c'est des communautés, des personnes qui ne se connaissent pas à l'avance et dont le lien est assuré uniquement par le discours qui est en ligne. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que défier quelque chose qui se passe, disons, un discours qui s'installe dans la communauté, ça devient quelque chose d'extrêmement coûteux pour le locuteur. Donc, les communautés des discours très fragiles tendent à exaspérer ces aspects de tribalisme et de fermeture typiques des petites communautés qui n'ont pas une assise plus large. Il y a dans les réseaux sociaux une confusion constante entre interaction et participation. Les personnes interagissent, mais elles ne participent pas au débat public dans la mesure où la participation impliquerait une possibilité de formaliser le discours qu'on a et de lui donner un pouvoir de transformation par une loi, par une motion, par une prise de position. Ce n'est pas le cas sur les réseaux sociaux qui ne sont pas conçus pour permettre le déploiement du débat public. D'un point de vue plus strictement linguistique, on est dans l'hypertextuel. L'hypertextuel permet, j'en dirais quelques mots, de faire des copier-coller, d'extraire des informations, de toute façon de perdre les sources de l'information très facilement. Et on est dans un moyen où les changements de topic ne sont ni réglés ni signalés. Tout ça, ça amène à un changement de topic constant qui contribue à la confusion. Donc, tout ça, ça suffirait uniquement, bon, si on regarde tout simplement les aspects, comment dire, sociaux, communicatifs, ça suffirait largement à créer de la confusion. Mais le problème ne s'arrête là. On a aussi une caractéristique, disons, plus large de la sphère publique, contemporaine telle qu'elle est maintenant représentée sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bon? Qui consiste en la horizontalité de ces plateformes. Il n'y a plus la médiation du temps et la médiation des institutions qui, dans la sphère publique traditionnelle, avec toutes les limites que ça a impliqué, permettaient de faire passer des informations et des prises de décision et des protestations et de prises de position dans, on va dire, à travers la sphère publique. Maintenant, tout est plat. Tout le monde communique avec tout le monde à n'importe quel moment et ça devient extrêmement difficile, sans le filtre du temps, sans le filtre de la médiation, de reconnaître les pratiques discursives. Emblématique par rapport à tout ça a été pour les spécialistes de la diplomatie numérique le cas de Donald Trump, un président des États-Unis d'Amérique, dont les posts sur Twitter avaient un aspect, avaient une valeur institutionnelle absolument indéterminée. Personne ne pouvait savoir si un post de Trump était tout simplement une prise de position personnelle, un ballon d'essai, la prise de position du président des États-Unis ou une simple provocation. Donc, on n'est pas
pas tous comme Trump, mais de toute façon, c'est clair que les pratiques discursives traditionnelles ont complètement perdu leur configuration en passant sur le web. Dernière chose, hein, les plateformes qui hébergent le débat public en ce moment sont des plateformes commerciales dont le but est celui de garder et de capturer et entretenir notre attention. Donc, on privilège des contenus sensationnels, intrigants, intéressants, comme les fausses nouvelles, le sensationnalisme, les discours extrêmes et polarisants, pour nous garder en ligne. Par ailleurs, on nous propose constamment les mêmes contenus et des contenus qui nous plaisent pour s'assurer de notre attention et donc on nous confine dans ce qu'on appelle les echo chambers. Or, tout ça est un terrain particulièrement propice pour la manipulation persuasive traditionnelle, mais aussi une manipulation disruptive comme celle qui est pratiquée par les puissances commerciales et les puissances politiques qui sont engagées dans une cyberguerre par le biais de bots, de haters et par une manipulation intentionnelle du discours. Or, les linguistes, qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que linguistes pour intervenir là-dedans? Nous avons, je pense, une mission générale, qui est celle de créer une nouvelle conscience linguistique, faire prendre conscience des conditions socio-communicatives imposées par l'univers communicatif ouvert par les médias sociaux, et donc essayer de, comme on l'a fait tout à l'heure, de montrer quelles conséquences cette structure socio-communicative a sur le débat public, enseigner ce que c'est un débat et ce que c'est l'argumentation, et c'est quelque chose que dans Olandinum, nous faisons en collaboration avec nos collègues philosophes, et après enseigner à reconnaître les manipulations et leurs manifestations linguistiques. Alors, je peux vous proposer quelques exemples de manipulations. Disons que les manipulations s'installent dans les réseaux sociaux à 4 niveaux. Il y a des manipulations de la référence, des choses dont on parle, des manipulations de la prédication, des manipulations de la cohérence du discours et après des manipulations du style. Je ne sais pas si j'ai vraiment envie d'aller dans les détails, de représenter ces différentes constructions.